Alors, un sujet qui est lié à la gouvernance, et puis je vais essayer de vous faire passer vraiment 2-3 idées majeures pour moi sur la façon de gérer aujourd'hui la gouvernance et plus généralement les systèmes d'information dans les entreprises. Alors, il faut que je... Voilà. Donc, très rapidement, même si c'est un peu caricatural, la DSI, elle s'est construite sous une vision de stock. Donc ça, c'est un château que je connais bien, en Aveyron, qui est ma région. Et on reconnaît là, et puis un certain nombre d'entre vous, vous devez avoir ça en tête, hein, des DSI qui se sont barricadés, protégés à l'intérieur des organisations. On les a toutes connues, et je pense que malheureusement, il y en a encore quelques-unes. Moi, je pourrais vous en citer, si vous me le demandez gentiment. Alors cette vision, elle est tout à fait classique, et elle est basée sur un certain nombre de postulats. Tout d'abord, le DSI ou le SI, c'est un stock de programmes, un stock de matériel. D'ailleurs, on s'en rend compte lorsqu'on a une vente d'entreprise ou une fusion. C'est souvent là, et seulement à ce moment-là, que les actionnaires et les dirigeants d'entreprise se posent des questions sur le système d'information. Donc c'est bien que c'est une vision qui est une vision d'asset et une vision de photographie à un moment donné d'un état des lieux. C'est une logique de contenant, c'est du moyen long terme, et c'est essentiellement une logique de coût. C'est pour ça que dans de nombreuses entreprises, on parle encore de l'informatique en disant que ça te coûte combien, hein, quel est le pourcentage. Christophe en a parlé en introduction. Donc on est quand même largement dans cette vision qu'on peut appeler la logique patrimoniale ou la logique de patrimoine du système d'information. Aujourd'hui, il y a une autre logique qui est la logique de flux. Et on va essayer de voir si on peut combiner ces deux logiques. Alors la logique de flux, très rapidement aussi, c'est le flux des datas. Hein, on est en tant que citoyen, on est en permanence en train de donner ou de recevoir des données. Les entreprises, c'est la même chose. Hein, c'est le classique du haut, c'est très bien étudié par la FIN en particulier, les données qu'on donne, les données qu'on prend, et quel est le rapport entre ces niveaux de données. Les datas sont plus compliquées que le reste parce qu'elles sont liées à l'usage. On ne peut pas les comprendre en soi. Une data en soi, ça n'a pas d'intérêt. C'est la data qui est liée à l'usage qui commence à avoir un intérêt. Et le point dont Gilles a parlé en introduction et qui est à mon avis le point central vraiment, c'est que la technologie n'est jamais neutre, elle modifie les actions et les comportements des acteurs. Si cette phrase était comprise par nos politiques, on aurait déjà gagné énormément de temps et on aurait peut-être beaucoup plus d'espoir dans un certain nombre de domaines. Si c'était compris par les dirigeants des entreprises, vraiment compris, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la même chose si on change la techno, qu'une techno n'est pas neutre. Hein, vous ne pouvez pas mettre en place un ERP sans penser l'organisation. Si vous êtes un tout petit peu familier des sujets, ça vous paraît une évidence, un truisme, mais ce n'est pas encore compris par beaucoup de dirigeants. Je pilote des projets à l'intérieur de mon université, parce que je suis universitaire, et visiblement, ni ma DGS, ni ma présidence n'a compris ce simple principe. Alors, c'est bien, je précise, hein, je vais laisser tomber le reste pour actionner que 2 ou 3 leviers, les actions et les comportements. J'ai un de mes très bons amis qui a des ados, et il a le problème que tous les parents ont avec des ados, des filles en particulier, je fais un peu de genrisme, c'est le portable. Hein. Le portable est un peu une problématique très forte. Il me disait, si je veux enlever son portable à une de mes 3 ados, il faut une anesthésie générale au moins, sinon c'est pas possible. Autre élément, élément tout à fait factuel, pour qu'elle puisse dormir un peu, il débranche Facebook, Snapchat à une certaine heure le soir. 10 heures, hein, shutdown, il fait ça à distance, il a un petit bouton sur son téléphone, parce que c'est un Tecos, et donc il appuie sur le bouton shutdown, il n'y a plus de portable pour les 3 ados. Le premier soir où il fait ça, bien qu'il est prévenu, il y a une crise de nerfs. Il entend des hurlements dans les 3 chambres des 3 filles, ça hurle, ça crie, etc. Et les 3 disaient la même chose, les flammes, on n'a pas fait les flammes. Donc il ne sait pas ce que c'est, il se renseigne, et en fait, les ados ont un trip depuis un certain temps, c'est plutôt les filles que les garçons. Avec Snapchat, on fait une flamme tous les soirs à ses meilleures copines. Et si on rate un soir, ça retombe à 0. Et donc, le but du jeu, c'est d'avoir une copine à 100 flammes, 200 flammes, 300 flammes. Et si on n'a pas fait ces flammes le soir, c'est dramatique. Donc, vous voyez bien que c'est ça, c'est pas de la technique, c'est plus que du comportement, c'est vraiment
une modification des relations sociales qui est liée à la technologie. Alors, je vous donne cet exemple en souriant, mais il y a plein d'autres exemples qui sont beaucoup plus profonds. Donc, la technique n'est pas neutre, elle modifie les comportements, je dis bien les comportements, et aussi les actions, bien naturellement. Donc, cette logique d'usage des SI, elle est beaucoup plus compliquée à comprendre. Mais c'est bien celle-là qui va pouvoir permettre de créer de la valeur. C'est pas la logique de stock. C'est pas parce que vous aurez des ordinateurs ou la technologie que vous allez, par magie, créer de la valeur. C'est bien cette logique-là, mais il faut être capable de l'affronter et il faut être capable de la gérer au mieux. Alors, une fois qu'on a dit ça, so what? Donc, l'enjeu, clairement, pendant un certain temps, c'était les stocks. David aussi en a parlé. Je passe, c'est maintenant clairement le flux, c'est-à-dire les datas. Et tout ce qui est technologie va devenir de plus en plus, pour moi, une commodité. On va se brancher, c'est déjà le cas, même pour des choses aussi compliquées que SAP, on se branche et on a du SAP qui sort du robinet. Donc la problématique va être de gérer ça correctement, on y reviendra, mais c'est surtout comment on peut faire de la valeur avec des datas et de l'usage. Et ça, on est vraiment dans le niveau du complexe. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus fin, qui demande beaucoup plus de doigté, beaucoup plus d'intelligence. Quel est le management pour ça? Là aussi, Gilles en a parlé, il faut bien sûr aplatir les structures, il faut bien sûr élargir, la base des gens qui savent et qui travaillent. Donc, moi j'ai un passé d'entreprise et de consultant, je travaille maintenant à l'université. Le management de l'université ou le management dans l'État, c'est très compliqué. On est sur des principes qui sont du principe peut-être même du 19e siècle et pas du 20e siècle encore. Donc il faut changer le management. Et quelle est la façon de faire le compromis entre la fiabilité et l'évolutivité? On a besoin de systèmes fiables. Je parlais de SAP, de la compta, les stocks. Il n'est pas question qu'il y ait un bug, qu'il y ait de l'imprécision dans ce niveau-là. Donc il faut bien la fiabilité, mais il faut aussi être capable de faire preuve d'évolutivité. Et c'est pour moi un des biais, ou un des moyens plutôt, c'est passer de la gouvernance des SI à la gouvernance des data. Alors je vais simplement donner 3 points. Là, vous avez un classique modèle, c'est le modèle de 24 Amann qui est incomplet parce que je voulais le simplifier, d'alignement stratégique. La gouvernance, c'est quoi? C'est de relier la stratégie, l'organisation et la technique. Pour faire simple, quand on est dans une logique de flux, on va plus se poser des questions sur les interactions que sur les objets elles-mêmes. Donc on va plus se demander comment l'organisation est en phase avec les infrastructures et l'application, plutôt que de détailler précisément l'infrastructure et les applications. Donc première étape, première piste de réflexion, travailler sur les interactions en majeur et laisser de côté un petit peu le détail et quand on est de manière isolée. Travailler que sur la stratégie business sans penser au numérique, aujourd'hui, c'est une hérésie. Mais on a bien des gens qui ne font que ça, qui ne font que la stratégie ou qui ne font que de l'organisation. Donc le truc intelligent, c'est de raisonner, mais c'est un vieux terme et qui fait un peu daté, systémique, c'est-à-dire de raisonner sur des interactions plus que sur les objets. Ça, c'est la première piste. Deuxième piste, c'est donner la priorité aux data. Et quand on parle des data, c'est la qualité des données. La qualité des données est aujourd'hui essentielle, tout le monde le sait. On a dans toutes nos entreprises, on a le dark web, le deep web et tous les webs qui existent. On sait traiter à peu près le web structuré, propre, très clair. Et tout le reste, on sait très mal le traiter. Et surtout, on a plein de données, mais de mauvaise qualité. Donc comment on va, pour une entreprise, quelle qu'elle soit, de la PME au grand compte à la grande banque, comment on va être capable d'assurer la qualité de ces données aux 3 niveaux, aux 2 niveaux, web et deep web, de façon à pouvoir les traiter et puis apporter quelque chose avec ça. Et ça, pour moi, ça passe quand même vraiment par les nouvelles technologies. Alors, je vais vous en parler de 2 rapidement parce que je les connais un peu mieux que les autres. C'est l'IA ou l'AI, l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle, qui sont des sources technologiques qui sont intéressantes parce qu'elles, justement, elles ramènent de la qualité aux données. Vous pouvez retraiter des données et les faire parler, donc vous pouvez gagner du temps. Vous pouvez remettre de la valeur là où il y a énormément de choses, mais pas de valeur. Et c'est ça le gros problème de la plupart des entreprises aujourd'hui. Alors comment on peut travailler? Je parle trop fort. Comment on peut travailler là-dessus? Là, et ça sera la conclusion avec 2 zooms, et 2 zooms qui me semblent vraiment essentiels, c'est pour ça que je m'arrête que là-dessus. Le premier zoom, là, vous avez le World Economic Forum,
les skills, donc les choses qui sont en growing, qui vont augmenter et qui sont absolument indispensables pour les futurs métiers. Et puis de l'autre côté, le pendant, qui sont en déclin. Et ce qui est très intéressant, alors je ne vais pas toutes les citer, mais vous voyez, Analytical Thinking and Innovation, Learning, Creativity, Originality, Technology Design, etc. Et puis de l'autre côté, le manuel Dexterity, Memory, etc. Donc ça, c'est une évidence aussi pour moi, et c'est aussi une évidence que c'est pas ou très peu compris ni par nos politiques, ni par nos dirigeants. Aujourd'hui, la mémoire, c'est quelque chose dont on n'a pratiquement plus besoin parce qu'on a Internet. Bon, moi, je suis enseignant à la fac. Si mon boulot, c'est simplement de dire des choses à des étudiants qui doivent être capables de répéter, je ne sers à rien. Ma valeur ajoutée, elle est nulle. Ils vont trouver exactement la même chose sur Internet. Et d'ailleurs, je les autorise, parce que je suis moi à l'université, j'enseigne en master, je ne vais pas supprimer les téléphones, je leur dis utilisez vos téléphones, et dès que je dis un truc, ils vérifient si ce que je dis est vrai ou pas. Donc on va en discuter. Mais si cette capacité de mémorisation qu'on nous a inculquée, on a tous peut-être appris les 90, 12 départements. Aujourd'hui, ça sert peut-être plus à rien. Donc, c'est autre chose qu'il faut faire. C'est une autre façon de travailler. Et de l'autre côté, vous avez des choses ou des compétences, ce qu'on appelle les soft skills. Je travaille dessus à l'université. On a un très gros programme là qui commence pour 10 ans sur ce sujet-là. La créativité, l'originalité, c'est des choses que dans les entreprises, on a pendant de nombreuses années et encore maintenant un peu banni. C'est des choses qui font peur. C'est les artistes, c'est ceux qui sont pas gérables, ceux qui vont développer des nouveaux produits et des nouveaux systèmes et des nouveaux comportements des clients, ou du moins qui vont les comprendre. Et ben c'est ces compétences-là qu'ils doivent avoir, c'est celles-là qu'on doit leur apprendre. Donc on ne doit pas leur apprendre en leur déversant des tonnes d'informations, mais on doit essayer de leur apprendre en les titillant, en faisant des projets, en se faisant remettre en cause et en faisant, et mes collègues enseignants, quand je dis ça, ils hurlent, mais vraiment ils hurlent en disant on est plus des coachs que des enseignants. Si on fait bien notre boulot, on va les accompagner pour essayer de les faire progresser, et c'est ça notre boulot. Donc notre boulot d'enseignant, il a complètement changé, mais les compétences que l'on doit rechercher dans les entreprises, ça j'en suis sûr aujourd'hui, dans les équipes de développement, pour la partie SI, dans le management, c'est ces compétences-là. Donc on a besoin d'historiens, de graphistes, de danseurs, et on a besoin de les faire travailler ensemble parce que c'est eux qui vont donner des grands coups de pied un peu partout, et c'est eux qui vont nous permettre d'avoir cette agilité. Deuxième gros, là ça demanderait beaucoup plus de temps, mais je vais essayer d'être très synthétique. Le modèle d'apprentissage, c'est un modèle qui est très connu, Guiris, ça date des années 80. Et c'est un modèle qui dit que, grosso modo, quand on apprend avec 2 niveaux. On fait des autocorrections très rapides. Je conduis mon vélo, je tourne un peu à gauche, pas assez, donc je tourne un peu à droite. Voilà, donc ça, c'est de l'autocorrection. Et des corrections de 2e niveau, c'est-à-dire qu'on change notre objectif. Je suis toujours à vélo, je m'aperçois que je vais dans la mauvaise direction, je m'arrête, je prends mon téléphone, GPS, et puis je repars dans une autre direction. Donc, en gros, on a ces deux, parce que Guiris, dans les années 80, pour lui, la seule façon d'agir, c'était l'homme, donc il n'y avait que ces 2 niveaux, et l'homme, inconsciemment, il a ces 2 niveaux de réaction. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler sur un projet de recherche, je dirige une partie de ce projet qui mêle de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et de l'archéologie. Alors, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on travaille avec des vrais archéologues dans un vrai site qui s'appelle Totavel, qui est un site merveilleux, et avec 2 entreprises, ce n'est pas des universitaires, une qui fait de l'IA et l'autre qui fait de la VR. Et donc, on est obligé d'imaginer des nouvelles façons de travailler. Et on s'est aperçu en travaillant, ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble, qu'on arrive en fait à avoir maintenant 3 niveaux. Quand on passe, je vais partir du bas, on fait tourner l'algo d'IA, il va nous sortir des informations sur, je vais prendre un exemple précis, sur la durée d'occupation. Les hommes préhistoriques dans la grotte, ils restaient plutôt 1 mois, 1 saison, quelques jours. Donc, question, on fait tourner l'IA, il nous sort un résultat. Les archéologues vont analyser ce résultat et on va avoir un premier niveau qui va être très rapide, qui va être de dire, avec les données qu'on lui a données à manger, il y a des trucs qui ne sont pas corrects, là, ça prend trop d'importance ou pas. On tourne les données, on règle quelques boutons de l'algo et on fait retourner. Voilà. Donc ça, c'est très rapide, c'est la journée. Et on est en contact direct avec plutôt la partie vraiment technique, l'algo, et un petit peu les données. 2e niveau de réflexion,
les résultats nous plaisent, mais il y a un truc qu'on ne comprend pas, et on se dit, tiens, si on utilisait un autre type de données. Et l'autre type de données, point intéressant, faites la comparaison avec les entreprises, il ne vient pas de Totavel, mais il vient d'un autre site archéologique, parce qu'ils savent qu'il y a un site qui correspond un peu à eux, qui est en Corée, il y a un autre qui est en Espagne. Donc on rajoute des données espagnoles et des données coréennes, et on fixe de nouveau l'algorithme. On le refait tourner, on a d'autres idées. Mais ça prend plus de temps parce qu'il faut revenir à la data. Il faut récupérer de la data, il faut la tripatouiller, il faut faire des choses un peu importantes. Et puis, dernier niveau d'analyse, on regarde le résultat et puis on s'aperçoit simplement qu'on n'avait pas posé la bonne question. Ce n'était pas la mobilité, c'est-à-dire le fait de combien de temps y rester, parce que c'est trop compliqué et qu'il y a des problèmes de saisonnalité qui sont très compliqués à gérer en archéologie. On va plutôt se poser la question de la fonction de la grotte. Est-ce que c'était une fonction d'habitat, une fonction de halte de chasse ou une fonction de boucherie, parce qu'il y a des lieux archéologiques qui sont des lieux de boucherie. Donc on va changer la question. Alors changer la question, c'est beaucoup plus long, parce qu'il faut remonter au modèle archéologique, il faut se remémorer un certain chose, il faut repartir sur la recherche, relire, etc. Et après recommencer, récupérer des datas, retrouver le bon algo qui va changer, parce qu'on n'a plus la même question, c'est plus des forums random forest, ça va être du classifieur, etc. Et on va refaire tourner l'algo. Donc, le modèle d'apprentissage qui est aujourd'hui reconnu, lisez tous les textes actuels et les plus récents, et pas les textes des technophiles, mais les gens qui travaillent vraiment avec l'IA vous diront on doit faire des boucles d'apprentissage. Bon, moi, je vais un petit peu plus loin en disant c'est des triples boucles d'apprentissage, et il faut que nos organisations, pour toutes les nouvelles technologies, comprennent cette agilité et ce nouveau mode de fonctionnement. Et ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça se fait en travaillant vraiment sur les compétences, ce qu'on a vu tout à l'heure, et un principe de départ qui va être de dire il faut absolument comprendre que le problème, ce n'est plus le stock, le problème, ce n'est plus la techno, le problème, c'est les datas et les flux, et donc il faut avoir cette vision-là, qui est une vision d'agilité et d'intelligence et de rapidité. Alors par contre, on a toujours besoin, parce que pour faire tout ça, il faut quand même de l'algo, il faut des datas, et puis il faut des bonnes datas. Donc la logique, en finale, c'est de trouver dans nos organisations, qu'elles soient publiques, privées, le bon match entre la solidité et la fiabilité dont on a besoin. On ne peut pas la mettre de côté, on ne peut pas raser le beau château de mon copain Bertrand. Mais par contre, il faut qu'on puisse aussi intégrer de l'agilité, du mouvement, du flux, et donc trouver un nouveau modèle. Alors j'ai fait un patchwork entre les deux, mais qui nous permettra de faire les deux, et que le mouvement de l'eau, on puisse le garder et l'intégrer à l'intérieur de la stabilité de la DSI et des outils techniques. C'est ça la logique. L'approche de la complexité, ça demande de l'agilité, et aussi le fait, à chaque fois qu'on est agile, de garder un truc qu'on peut solidifier pour pouvoir progresser. Si vous n'êtes que agile tout le temps, on est dans le brouillon, et c'est très compliqué de pouvoir progresser. Donc il faut être agile tout en laissant à chaque fois un petit truc qui se solidifie, et à force de trucs qui se solidifient, et en permanence, on rentre dans ces cycles itératifs, et on arrive, je pense, à mieux gérer l'organisation et à mieux gérer cette dichotomie entre le stock et le flux.